Ah, voilà, clap. Ok, bonjour Benoît. Bonjour. Alors on est là aujourd'hui pour que tu nous parles de ton métier déjà, de tout ce que tu mènes pour le cinéma La Tournelle, donc à l'Aille les Roses, que tu nous parles de ton parcours aussi, de comment t'en es arrivé là. Eh bien, je viens pas du tout du cinéma à la base. D'accord. Je viens de l'informatique. J'ai fait des études dans l'informatique. À la base, je voulais bosser dans les jeux vidéo et je me suis dirigé vers des études un peu généralistes. Et donc, parce que je pensais que le jeu vidéo allait être un secteur bloqué. Et donc, j'ai fait du développement logiciel, tout ça. Et après, bon, j'étais dans un engrenage dans l'informatique. Je suis allé jusqu'au master. Après, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 5 ans au service de banque. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus. Et que je m'ennuyais un peu et que c'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai songé à une reconversion. Ok. Et le cinéma. Le cinéma. Parce que, en fait, à l'époque, j'organisais des concerts. C'était à Bordeaux, j'organisais des concerts. Okay. Et je me rendais compte que l'organisation d'événements, ça me parlait plus que ce que je faisais. Et que si je faisais une reconversion, il faudrait que j'aille dans ce truc-là. Et la musique, c'est un peu dur d'en vivre, tout ça, donc il fallait que je trouve autre chose. Et j'avais mon meilleur ami qui, lui, était à peu près dans la même situation et qui a décidé de passer le concours de la FEMIS en exploitation. D'accord. Et on a commencé à discuter ensemble, on voulait ouvrir une salle ensemble, on avait ce projet-là. Et donc lui, il a eu le concours, et on s'est dit qu'il fallait que je le passe aussi. Donc j'ai passé le concours l'année d'après, et je l'ai eu aussi. D'accord. Et donc je ne l'avais dit à personne, et du jour au lendemain, j'ai eu le concours, j'ai démissionné, et j'ai fait donc 2 ans d'études d'exploitation à la FEMIS. D'accord. Pendant ces 2 ans, j'ai fait... j'ai appris plein de trucs sur le milieu. J'ai fait 6 mois de stage au Cinéma Luxe à Caen. Ok. Et c'était super cool. Et après, à la fin de mes études, il fallait que je trouve un job. Il y avait l'annonce pour La Tournelle. Et en fait, c'est un double job. C'était directeur du cinéma La Tournelle à l'Aille les Roses et programmateur cinéma dans un autre endroit qui s'appelle le Lavoir Numérique, qui est à Gentilly. D'accord. Donc j'ai postulé, j'ai fait un entretien, j'ai été pris. Et me voilà. Parfait. Et donc c'était il y a combien de temps ça? C'était 2019. Je suis arrivé en septembre 2019. Parfait, meilleure période. Exactement, 6 mois avant le Covid, donc j'ai eu 6 mois de travail à peu près normal, et puis après c'est devenu le chaos. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Chaos dont on ne se sort toujours pas. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu parlais aussi donc, de ce double job en fait que tu as. Et comment tu mêles les deux? Comment ça fonctionne au niveau de ton temps de travail? Le lavoir numérique aussi, est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Parce que là, on voit donc la grande salle du coup, de La Tournelle. Mais... Alors, le lavoir numérique, c'est un établissement culturel dédié à l'audiovisuel numérique, à la diffusion et à la transmission, la création aussi. Donc, il fonctionne par séquence de 6 mois à peu près, sur un thème. Et autour de ce thème, en fait, on va dérouler l'activité du lavoir numérique. En général, il est composé d'une grosse exposition qui a lieu dans le hall. Et autour de cette exposition et des termes qu'elle aborde, on a des médiateurs. Alors, on a un médiateur cinéma, un médiateur son et un médiateur photo. Ouais. Et eux, ils sont en charge de créer des ateliers de pratique autour des thèmes de la séquence et aussi... des trucs qui ne sont pas forcément liés, mais qui sont liés vraiment à la pratique de leur métier, c'est-à-dire soit la photo, soit le cinéma, soit le son. Et en parallèle, on a une salle donc, de projection qui fait 90 places. Et moi, je suis chargé de créer une programmation, si possible, en rapport avec le thème, mais pas forcément. Parce que finalement, en fait, se cantonner à un thème, c'est assez stimulant, mais on rentre vite, on s'enferme vite dans des cases, et donc des fois, c'est un peu dur de s'en sortir, et donc on essaye de prendre un peu des libertés. Et le principe de cette programmation-là, c'est que j'essaie de ne pas la voir comme un cinéma classique. Et donc j'essaie de faire des choses qu'on ne fait pas dans un cinéma normal. Et donc j'ai mis en place des séances. Il y en a 2, notamment des séances événementielles. Et il y en a une où je me suis inspiré des pratiques des gens chez eux. Et je me suis dit, la différence entre quelqu'un qui regarde un film chez lui, et là, par exemple sur Netflix ou sur Amazon ou autre, et quelqu'un qui regarde un film en salle, c'est que quand on est chez soi, on peut faire pause dans le film. Ce qu'on ne peut pas faire en salle.
Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on fait pause dans un film en salle? Alors je ne sais pas si j'ai tout à fait le droit vis-à-vis des distributeurs de faire pause pendant les films. Et en fait, l'idée c'est de prendre un film, de s'autoriser à faire pause, retour arrière, avance rapide, et pour expliquer des trucs, pour expliquer comment est formé le film. On a fait, pour l'instant, on a eu 2 éditions. On a une autour de Under the Silver Lake, qui est un film qui est autour du complot. Et en fait, le film est parsemé d'indices à destination du spectateur. Et donc, en faisant pause et des retours arrière, on fait un jeu de pistes. Ouais, bien sûr. Et sinon, on a une autre, c'était autour de Jackie Brown. Et donc là, c'était vraiment décomposé comment Tarantino explore la narration au niveau des points de vue, notamment, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'effet Rashomon, c'est-à-dire un même événement suivi par points de vue différents. Et alors on fait pause et on regarde les influences que Tarantino a eues, tout ça. Et donc ça fait des séances un peu longues et un peu touffues, mais c'est plus qu'un film. Ouais, carrément. Et donc ce lieu-là, que je considère pas tout à fait comme un cinéma, je me disais que c'était le lieu principal pour le faire. Oui, pour pouvoir développer en tout cas ces choses-là qui effectivement ne se font pas peut-être dans une salle comme celle de L'Aile et Rose. Voilà. Et ça prend? Est-ce qu'il y a du monde qui vient? Non, c'est un peu difficile à prendre. C'est un peu difficile à prendre, notamment parce que on a ouvert pendant la pandémie. On devait ouvrir juste avant. On a eu le confinement, donc on n'a pas pu ouvrir, et puis donc on n'a fait que reporter l'ouverture, et on a ouvert un peu dans le secret en 2021. Et donc là c'est un peu difficile à mettre en place, mais ça va arriver. Ouais, bien sûr. Donc pour l'instant 2 séances qui ont été faites. Après on a une programmation plus classique, avec des films, c'est surtout du patrimoine, et on essaye de temps en temps donc, de faire des séances un peu spéciales. On va en créer d'autres sur les prochaines séquences. D'accord. Et c'est quand les prochaines? Parce que nous, ça nous intéresse aussi. La prochaine séquence, c'est à partir du 22 septembre. D'accord. C'est une séquence sur le complotisme, avec une exposition que j'ai moi-même faite. Ok, super. Et donc, ce sera une exposition vidéo, qui sont des vidéos un peu fiction parodiques, et qui expliquent assez... en manière vulgarisation et pédagogique, comment on peut entrer dans le mécanisme du complot. Comment une personne tout à fait classique et lambda, on arrive à devenir complotiste un peu malgré elle, et comment elle en arrive à ne pas s'en sortir en fait. D'accord. Et voilà, il y a un peu d'humour, tout ça pour que ce soit un peu léger. Oui, parce que c'est vraiment un peu d'actualité aussi. Et voilà, et notamment avec la pandémie. Ok. Super intéressant, donc du coup beaucoup de projets et donc un peu cette double casquette qui du coup, et t'arrives à faire comment pour réussir à être à L'Aile et Rose je dors et pas en même beaucoup. temps l'avoir numérique? Oui, voilà, non, en fait j'essaye, je suis en termes de charge de travail, je suis 20% lavoir et 80% tournelle. D'accord. J'ai de la chance ici, c'est que la Tournelle est un cinéma ça fait 50 ans qu'il est là, l'équipe est là depuis très longtemps et le cinéma roule bien. C'est-à-dire que moi je m'occupe de la programmation, des plannings, tout ça, mais au jour le jour, pour les séances, j'ai pas besoin d'être là, ils sont très grands, ils savent très bien s'en sortir tout seul. Je peux me permettre de ne pas être là pendant 2 jours, il n'y a pas le feu. D'accord. Et donc voilà, en général le jeudi, je suis au lavoir, je bosse directement sur les trucs du lavoir, et sinon après je fais la tournelle pour m'occuper des trucs de la tournelle. D'accord, ok. Et au lavoir numérique, vous êtes une équipe de combien du coup? Voilà, c'est plus nombreux, on est 17 je crois, un truc comme ça. Ok, d'accord. Oui, donc c'est pour ça aussi que tu n'es pas forcément tout le temps aussi là-bas, parce qu'eux-mêmes ont une équipe... voilà, moi après au lavoir numérique, mon implication, hormis programmer les films et gérer les séances, notamment les séances spéciales, ça s'arrête là. Après, je ne suis pas dans mes plannings, dans la gestion quotidienne, quoi. D'accord. Et ici, du coup, à la Tournelle, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton rôle en tant que directeur? Tu parlais de la programmation aussi. Comment ça fonctionne, vos cycles, comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes plutôt mensuel? Est-ce que vous faites à la semaine aussi votre programmation? Alors nous, comme on est un mono-écran, on fonctionne à la programmation au mois. Ce qui est le plus classique et le plus avantageux pour nous. Et d'autant plus que ça nous permet d'établir un programme papier. Et notre public est très attaché à ce programme papier. C'est-à-dire que pendant la pandémie, il y avait, comme les films étaient décalés, on ne pouvait pas savoir à l'avance. Donc on était obligé de faire des programmes sur des feuilles A4. Et ça leur a pas plu du tout. Alors, on leur a expliqué qu'on n'avait pas le choix, mais ils sont très attachés. Un public très habitué, très attaché.
Et donc, voilà, donc on programme au mois. Après, comme on n'a qu'une seule salle, en général, on fait 4 films par semaine. Ok. Donc 3 films grand public et un film vraiment jeune public. D'accord. Et ça, c'est vraiment la base. Et après, de temps en temps, on essaye de faire des trucs un peu hors cadre, notamment depuis que je suis arrivé, donc des ciné-clubs, des trucs comme ça. Voilà. Des trucs comme ça. Alors, il y a un ciné-club. Alors, il y a un ciné-club qui s'appelle le Film de B, qui est un espèce d'ego trip. Il en faut. Non, mais voilà, sinon, en fait, il fallait que je trouve un nom de séance et je savais pas, donc j'ai mis le Film de B. Et en fait, c'est des films que je peux pas prendre parce qu'ils rentrent pas tellement dans la ligne éditoriale. Ok. Où je sais que si je les prends, ça va pas marcher ici sur une programmation classique. Donc je fais un soir. Et en général, c'est moi qui présente le film comme un ciné-club. Ok. Je parle jamais du film. J'aime pas du tout parler des films que je montre. Et donc j'en profite pour parler d'un sujet autour du cinéma qui a un léger rapport avec le film. Par exemple, la dernière fois, on avait fait Memoria de Happy Chatpong ou Rasta Cool. Et il se trouve que lui avait gagné la Palme d'Or en 2010. Ok. Et j'en ai profité, au lieu de présenter Memoria, j'ai présenté ce qu'est la Palme d'Or et qu'est-ce que ça implique dans le milieu du cinéma. Pourquoi les producteurs et les distributeurs courent vers la Palme d'Or, et parce que bon, c'est des questions d'argent, de visibilité, tout ça. Et donc j'ai fait un peu une analyse de la Palme d'Or et du Festival de Cannes. Et donc, voilà. Et à chaque fois j'essaie de trouver un truc, de faire un pas de côté, pas forcément parler du film, mais parler du monde du cinéma. D'accord. Voilà. Et ensuite on a un deuxième ciné-club qui s'appelle la Séance Musique. Et le but c'est de faire des films en rapport avec la musique, que ce soit des fictions, des documentaires, des concerts filmés, ou toute autre œuvre. Ça peut être des clips de musique, on n'en a pas encore fait, mais pourquoi pas. Okay. Et quand on peut, on essaie de faire venir des artistes pour jouer, pour faire des concerts, soit avant, soit après, soit pendant. Trop bien. Et voilà, on essaie de faire des trucs là. Et en fait, on a mis en place ça parce qu'on avait Christophe, que tu as vu tout à l'heure, qui lui est vraiment... Enfin, même dans l'équipe, on est pas mal à être assez intéressé par la musique, et on a plutôt une préférence rock, hard rock, metal. Okay. Mais, et sauf Christophe, où lui c'est vraiment plus jazz et jazz improvisé et musique expérimentale. Et donc on avait un peu cette volonté-là de travailler sur la musique, et d'autant plus qu'à l'AI, il y a peu d'offres musicales. Okay. Il y a un auditorium en face, mais il fait plutôt du théâtre et de la danse. De temps en temps un peu de musique, mais pas tant que ça. Et donc il y avait un créneau, donc on s'est dit bon, on va s'en emparer, quoi. Bien sûr. Voilà. Super. Et il y a aussi des fois des personnes justement qui habitent aux alentours qui peuvent être invitées à venir faire de la musique aussi, ce genre de choses. Oui. Et ben, alors on n'a pas eu de laïcien encore. Okay. Mais on avait fait une avant-première d'un documentaire qui s'appelle L'énergie positive des dieux. L'énergie positive des dieux, c'est sur un groupe de musique qui s'appelle Astéréotypie, et qui est composé d'un éducateur et d'un groupe de jeunes autistes. Et eux, ils travaillent à Bourg-la-Reine. Et Bourg-la-Reine, c'est juste à côté. Bien sûr. Et donc, nous, on avait déjà entendu parler de ce projet il y a un moment, et on était en contact avec la réalisatrice, et donc on s'est dit, pourquoi ne pas les faire venir. Alors, ils ont pas pu venir jouer. On a eu l'éducateur qui est venu et la réalisatrice. On voulait faire venir jouer le groupe, mais en fait, ils se sont un peu tous éclatés un peu partout en France. Et en plus, ils nous expliquent, et on l'entend dans le film, qu'ils ne peuvent pas faire trop de concerts. Parce que s'ils gagnent trop d'argent avec les concerts, ça les impacte sur leur allocation handicap. Et donc, ils sont limités. Et donc, voilà. Ils ont préféré jouer au festival à la Gaîté Lyrique plutôt que chez nous, ce qui est compréhensible. Voilà. Ok, très bien. Et le cinéma, alors pourquoi le cinéma? Tu parlais tout à l'heure que tu as décidé de finalement faire la FEMIS après avoir fait informatique. Est-ce que c'est quelque chose qui te porte depuis que tu es tout petit? Quel est le film qui t'a le plus marqué quand tu étais petit? En fait non, le cinéma c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement porté plus que quelqu'un d'autre. Moi quand j'étais petit, je viens de Pau. Pau c'est donc dans le sud-ouest, Pyrénées-Atlantiques. Et en termes de cinéma à Pau, il y a le Méliès, qui est cinéma plutôt art essai, et il y avait à l'époque un énorme CGR.
Après, CGR s'est développé, et donc il y a le Méliès qui est entouré de plein de CGR. Ok. Et moi, j'allais voir surtout les gros blockbusters, donc les Star Wars, tout ça, Gladiator, avec ma mère. Donc on allait au cinéma, on n'allait pas tant que ça. Mais voilà, on devait y aller 2 ou 3 fois par an, quoi. Oui. Et en fait, ma cinéphilie a commencé à se construire après, à l'adolescence, et notamment avec l'émergence d'Internet et de la piraterie. Et donc, j'ai piraté des films, mais en même temps, ça m'a permis de me construire une culture. J'ai commencé à regarder de la VO. Ok. Et voilà, c'est venu un peu au fur et à mesure, et puis je me suis jamais posé la question de travailler là-dedans. D'accord. Et c'est vraiment dans cette période où je savais pas quoi faire, il fallait que je parte de mon boulot et il fallait que je trouve autre chose. J'avais donc mon meilleur ami de l'époque qui lui s'intéressait plus au cinéma, il était vachement plus cinéphile que moi, et c'est lui qui a eu cette idée de travailler dans le cinéma. Et moi j'ai fait des liens avec le fait de... Il y avait pas mal de questionnements qui étaient similaires entre gérer une salle de cinéma et la faire vivre, Ouais. et moi, mon assaut d'organisation de concerts. Ok. Parce qu'il y avait les mêmes enjeux en termes de com, de recherche de public, Ouais, bien sûr. de logistique, des trucs qui me plaisaient bien. Ok. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas bosser dans un cinéma, puisque c'est à peu près, sur certains aspects, les mêmes enjeux, les mêmes boulots. Ok. Et donc voilà. Et en plus, le cinéma, ça me permettait de mieux en vivre. Oui, aussi, oui, tout à fait. Et donc un projet avec cet ami, c'est quelque chose auquel vous pensez encore ou On avait... pendant jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on était en train de rechercher un peu activement un endroit et monter ce projet-là. Et puis en fait, lui il travaille au Club de l'Étoile à Paris. Ok. Et le Club de l'Étoile a été racheté par les employés, y compris lui. D'accord. Et donc lui, il préfère se préoccuper plus de ça. Bien sûr. Et moi en même temps, je suis très bien ici, et puis j'ai assez de liberté pour expérimenter des trucs. Ouais, Et donc, en fait, on est en train de se rendre compte qu'on est bien là où on est, qu'on n'a pas forcément pour l'instant besoin d'aller ailleurs et de se lancer dans d'autres trucs, on est déjà bien assez occupé. Peut-être que ça arrivera. Pour l'instant, c'est plus trop d'actualité. Ok, d'accord. Bon, après, de toute façon, c'est ce qu'il faut, en fait, déjà se plaire dans ce qu'on fait. Tant qu'on est bien. Clairement. Ok, parce que tout à l'heure, donc en amont, on parlait avant la caméra, justement de la FEMIS, du concours, de comment parvenir à avoir ce concours. Et il y avait quand même justement pas mal de choses autour de l'analyse de séquences aussi. Et ça, tu as appris par toi-même. Effectivement, donc pour le concours de la FEMIS, c'est 5 minutes de film. En l'occurrence, moi, c'était 5 minutes du Tigre du Bengale de Friedkin. Ok. Non, de Friedkin, de Fritz Lang. De Fritz Lang, ouais. Et c'est quelque chose que j'avais jamais fait, parce que j'ai jamais fait d'études de cinéma. Et en fait, j'ai acheté un bouquin. Un bouquin, je me souviens plus du nom, c'est un énorme bouquin rose. Ok. Qui explique un peu toutes les... Bon, il explique pas comment analyser des films, mais il explique comment sont formés les films et les plans, comment la gestion de l'attention, et notamment chez Hitchcock. Ouais. Et c'est vraiment très ludique, c'est vraiment très très bien. D'accord. Et ça permet en fait, quand on regarde un film, de se dire « Ah ouais, ils en parlent dans le livre », comme ça. Et, et vraiment, j'ai lu que ça, moi. Okay. J'ai lu que ça, et je suis allé un peu les mains dans les poches à ce truc d'analyse. Je me suis dit, je vais peut-être pas y arriver. Et en fait, bon, ça s'est fait assez naturellement. D'accord. Et donc le livre m'a beaucoup aidé, notamment à regarder les lumières. Tiens, là c'est une lumière orange, là c'est une lumière bleue. Et donc j'avais développé tout un truc autour de cette lumière-là, cette dualité de lumière. Et voilà, donc j'avais pas eu spécialement plus de préparation qu'un autre. Okay. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. Et voilà. Et après, c'est la seule vraiment analyse de film que j'ai fait de ma vie. D'accord, ok. Trop intéressant. Ouais. Après, voilà, j'avais pas spécialement envie de me lancer trop là-dedans, parce que après il y a cette espèce de déformation où quand tu regardes un film, tu vois les éléments techniques, et tu n'apprécies plus trop le film. Tu vois, c'est cette déformation professionnelle où j'imagine quand tu travailles dans le théâtre et que tu regardes une pièce de théâtre, tu vas voir, tiens, alors là, j'aurais pas me déplacé ce comédien-là, tiens, cet éclairage-là, et en fait, t'es plus dans l'œuvre. Ouais. Du coup, je me suis pas plus intéressé que ça à l'analyse après coup, justement pour éviter de suranalyser tous les films que je vois, quoi. Ouais. Ça m'arrive de temps en temps encore, mais... Oui, forcément, je crois que... Surtout sur les Disney, mais parce que je pars d'un a priori où je me dis c'est tout pourri, donc pour ne pas m'ennuyer, je regarde à quel point c'est pourri, et donc j'aime bien. Ah oui, bah, oui, c'est une autre manière de voir les films, du coup.
Et justement, qu'est-ce qui t'anime dans ton métier? Qu'est-ce qui, tous les jours, te donne envie Qu'est-ce qui de tous les jours lever le matin C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'anime Ce qui m'anime, c'est alors déjà que c'est pas du tout un job de bureau comme avant. Je pense que j'étais pas fait pour bosser dans une entreprise, dans un open space et tout. J'ai donné, non. Ouais, je comprends. Et moi j'avais besoin de quelque chose de stimulant. Ouais. Même stimulant intellectuellement, Ouais, bien sûr. pas juste qu'on me dise des trucs et faire ça. Et en fait, ce métier-là me fait me poser plein de questions. Tiens, est-ce que ce film va marcher auprès de mon public? Tiens, si je fais ci, si je fais ça, si je communique de cette manière-là, est-ce que ça va marcher? Et voilà. Et en plus, là, dans le contexte, on est obligé de se poser plein de questions dans le contexte des salles de cinéma. Et en fait, moi, je trouve qu'on vit une période assez passionnante, puisque je pense que la salle de cinéma doit se réinventer là. Enfin, je pense qu'elle aurait dû se réinventer déjà depuis bien avant, mais là, on est mis devant le fait accompli où on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant. Et si on continue comme ça, on va dans le mur. Donc, il faut faire autre chose. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et cette question-là, elle est passionnante en fait. Comment on va répondre à ça? Alors, en discutant avec les gens, chacun a un peu ses visions du truc, et voilà, et philosopher un peu sur ce qu'est notre métier, ce que représente la salle de cinéma, quel est son rôle, quel était son rôle et quel doit être son rôle maintenant, ou quel doit être son rôle dans l'avenir. Ça, c'est des questions qui sont passionnantes et qui font partie de ce métier-là. Et effectivement, moi, j'aime bien me lever le matin en me disant, qu'est-ce que je vais faire dans les 6 prochains mois pour faire évoluer cette salle de cinéma. Ok. Et justement, tu parlais un peu de comment un peu remanier le cinéma, qu'est-ce qu'on peut faire pour le cinéma de demain. Toi, c'est quoi ta pensée sur j'ai pas une idée ou une solution de ce que je vois de mes discussions et des discussions du milieu. Je crois qu'il y a 3 voies qui se dégagent. La première, et ça va être la voie qui est plus favorisée par les circuits et notamment les pâtés UGC, tout ça, c'est la voie de la technologie. C'est-à-dire ce modèle qu'ils ont commencé à expérimenter il y a 10 ans à peu près, de la salle premium. Donc la salle Ice chez CGR, la salle Dolby chez Pathé. Et en fait, ça, c'est un modèle qui marche bien. C'est un modèle qui marche bien parce que ça se démarque de l'expérience à la maison. C'est-à-dire que le spectateur, quand il va voir un film au cinéma, s'il le voit dans les mêmes qualités que chez lui, en fait, il n'a aucun intérêt de s'en sortir. Jouer sur la technologie, au moins, il y a ce côté grandiose du truc. On va dans un cinéma et on sait pourquoi. On sait parce que l'image, ça va être la meilleure image possible, que le son, on l'entend de partout et qu'on va être vraiment immergé, et que les fauteuils sont super confortables, on a le popcorn et tout ça, et c'est vraiment une expérience en ça. Et ce modèle-là marche beaucoup chez Pathé. C'est surtout des blockbusters évidemment, et donc un public assez occasionnel, donc, parce qu'évidemment en plus ça coûte 20 € ces trucs-là, donc on n'y va pas tous les mois, et donc c'est des gens qui y vont une fois par an ou 2 fois par an, mais quand ils vont au cinéma, c'est pour un gros film à grand spectacle dans les meilleures conditions possibles. Et il se trouve qu'ils arrivent à remplir leur salle comme ça. Et donc c'est un modèle qui est un peu à l'américaine en fait, qui est un peu à l'américaine et un peu à l'anglaise, et ça devient donc le système premium et rendre le spectateur un peu VIP, donc lui offrir la meilleure expérience possible. Et donc ça, c'est ce truc-là qui marche. L'inconvénient de ça, c'est que ça va entraîner une concentration des entrées sur certains films, c'est-à-dire sur les blockbusters, sur les Marvel, sur Top Gun, sur tout ça. C'est eux qui vont faire le plus gros nombre d'entrées, et les autres films vont passer un peu à la trappe. La deuxième voie, et notamment pour ceux qui n'auront pas forcément les moyens de faire du premium,
c'est ce qu'on appelle le tiers-lieu. Alors apparemment, il faut plus trop dire le tiers-lieu. Oui, et donc, c'est le fait de rendre le cinéma un lieu de vie qui fait plus que juste projeter des films. Mais donc, notamment, investir le hall. Et donc, après, suivant les idées, faire du salon de thé, des restaurants, ou juste des trucs avec des animations, avec, je sais pas, des librairies partagées. Il y a plein de modèles qui se fondent là-dedans, et notamment, de mon expérience à Caen, juste à côté de Caen, il y a le Café des Images à Hérouville. Et eux, ils sont vraiment allés là-dedans. Donc ils ont un super hall, alors ils ont un resto, ils ont plein de trucs. Et ils font plein d'animations dans ce hall-là, en plus des projections. Et donc voilà, donc il y a plein de salles qui veulent aller un peu dans ce truc-là, et faire en sorte que le spectateur vienne soit pour un film, soit pas pour un film. Et même que ceux qui viennent pour un film puissent venir 1 heure avant, passer du temps dans le hall et rendre le hall vivant. Et voilà, faire un lieu de vie. Et je pense que la troisième voie, c'est plutôt celle que je choisis moi, parce que en fait j'ai pas les moyens de faire de la premium et j'ai pas la place pour faire un tiers-lieu. C'est l'événementialisation et la transmission. Et donc moi, je vais essayer d'axer sur la pratique. Et donc développer la médiation avec les jeunes et développer comment on fabrique des films, comment on fabrique, même pas forcément que des films, des vidéos aussi. Et donc voilà, donc étudier par les mécanismes du cinéma comment les vidéos sur internet peuvent piéger le spectateur. Et se rendre compte qu'en fait le cinéma le fait depuis 100 ans en fait, et que c'est exactement les mêmes principes. Et donc quoi de mieux qu'une salle de cinéma pour montrer les codes du cinéma et comment ça influence notre société. Donc voilà, moi je pense que j'aimerais bien du coup développer cette action et cette transmission, cette pratique. Voilà. C'est super intéressant. Et justement, en parlant internet, en parlant plus jeunes, etc., on peut en venir aussi à ce fameux Twitch que vous faites aussi ici à la Tournelle. Comment est venue cette idée? Pourquoi? Avec qui? Dans quelles conditions? Ça a été un processus qui a pris un petit moment en fait. C'est un cheminement qui n'est pas fini d'ailleurs. Moi, quand j'ai fait mes études à la FEMIS, assez vite, on est à la FEMIS en fait. Pendant les 2 ans de la formation exploitation, on parle avec que des professionnels. On n'a pas de professeurs. C'est que des pros qui viennent nous raconter leur expérience, leur vécu, comment ça fonctionne chez eux et leur vision du cinéma. Et déjà, rien qu'au concours, j'avais fait un mémoire de 15 pages sur comment endiguer la perte du public de moins de 30 ans au cinéma. Et donc moi, c'était pas une question que je m'étais posée, mais parce que j'y connaissais rien. Et donc j'ai commencé à faire ce mémoire-là. Et effectivement, la recherche du public adolescent est un sujet qu'on a depuis très longtemps en fait, puisqu'ils vont plutôt dans les pâtés et tout, et ils désertent un peu les salles à essai et les salles indépendantes. Et donc la question c'est comment faire pour les faire revenir. Et donc il y a plein d'actions qui sont proposées et tout, et moi je me suis dit, pour les faire revenir en fait il faut aller les chercher là où ils sont. Et ils sont sur internet. Et donc moi je voulais un peu travailler, j'ai commencé ma réflexion un peu pour travailler dans ce sens-là, donc effectivement il y avait un peu de communication à faire, donc s'emparer des réseaux sociaux, tout ça. Et même, je me suis dit, il faut faire plus que juste de la communication pour les faire venir en salle, en fait. Il faut créer du contenu pour eux. Et donc, il se trouve qu'on a eu un confinement, et que la salle a été fermée, donc j'avais du temps. Et donc j'ai créé une chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube parce que moi je regarde beaucoup YouTube, et notamment toutes les chaînes de vulgarisation. Et un peu les chaînes qui parlent de cinéma, mais dans les chaînes qui parlent de cinéma, il y a beaucoup de gens qui parlent juste des films. Et moi je me suis dit, tiens, je vais faire une chaîne YouTube, mais qui parlera pas des films, qui parlera de l'industrie du cinéma, et notamment de l'argent, de l'économie. Parce que personne ne le traitait, et que moi j'étais le mieux placé, puisque j'étais en plein milieu. Quoi. Bien sûr. Et je me suis dit, déjà ça me plaît de le faire, ça me donnait envie, et ça peut peut-être permettre de toucher un public un peu différent. Et donc d'assurer un peu une présence sur internet. Et donc
le but de cette chaîne, c'était que tous les épisodes soient tournés ici, dans cette salle, pour que cette salle ait une présence visuelle sur Internet et que les gens se disent ah ouais, il y a une salle de cinéma et qu'ils fassent le lien en fait. Ouais, Internet, cinéma, tiens, et qui potentiellement se disent tiens, la salle de cinéma du quartier d'à côté, maintenant je sais un peu comment elle fonctionne. Parce que dans la vidéo qui se passe dans un cinéma, il a expliqué que quand on a un film, on fait des partages de recettes ou des trucs comme ça. Et voilà. Et parce que avant que je commence à travailler ici, quand j'allais dans un cinéma, je ne me posais aucune question. Moi, j'allais dans un cinéma, je voyais un film et je savais pas comment ça marchait. Je n'avais même pas réalisé le fait qu'il y avait une équipe dans le cinéma et que avant que moi je puisse voir le film sur l'écran, en fait, il y avait un projectionniste qui était là-haut et qui s'occupait de tout et qu'il y avait tous les trucs techniques, qu'il y avait des gens qui achetaient des affiches et qu'il y avait un manager qui faisait des plannings. Je savais même pas. Personne n'en a conscience. Quand on rentre dans un cinéma, on va voir juste un film. On ne sait pas qu'il y a autour de plein de trucs. Tout à fait. Et donc mon but aussi du coup avec cette chaîne YouTube, c'est de montrer aux gens, et donc du coup plus aux jeunes, puisque le public YouTube il est entre 15, 30, 40 ans. Que en fait les salles de cinéma, il y a des gens qui travaillent dedans et que c'est un milieu et qu'il y a plein d'enjeux. Et donc pendant ce confinement, j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et ensuite j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est arrivé. J'ai recruté quelqu'un qui lui faisait du stream sur Twitch, chez lui tranquillement, il jouait aux jeux vidéo, il se filmait en train de jouer aux jeux vidéo. Et moi Twitch, je commençais à en entendre parler un peu, ça m'intéressait aussi parce que notamment les youtubeurs commençaient à aller sur Twitch, faire des live Twitch. Et donc j'ai discuté avec lui pour qu'il m'explique un peu comment marchait Twitch, un peu quels étaient les codes, comment ça fonctionnait. Et donc je me suis dit, en fait la suite logique de la chaîne YouTube, c'est de faire des lives sur Twitch. Et donc je lui ai proposé qu'on mette en place des lives sur Twitch, pareil que sur la chaîne YouTube, donc qui se passe directement dans la salle. Et donc qu'on réfléchisse à un contenu, qu'on réfléchisse à une mise en scène pour qu'on puisse voir la salle et à une communication toute autour de ça. Et en même temps, ça me permet du coup de parler à un autre public qui est légèrement différent du public de YouTube, mais qui est quand même très différent du public qui vient d'habituer de la tournelle. Puisque les publics habitués de la tournelle, c'est majoritairement des personnes âgées. Et donc voilà, et donc là, on a fait 3 sessions de Twitch. Et en fonction des sessions, il y a un peu plus de... Je sais pas si on peut voir un peu le recrutement, entre guillemets, des personnes qui vont être... Pour l'instant, on est à 27 followers. Sur 3 émissions, c'est bien. Je n'ai pas regardé aujourd'hui combien on en était, peut-être qu'on en a eu quelques-uns depuis hier, la dernière on a fait hier. Et en général, dans les lives qu'on fait ici, on a 10 personnes qui regardent en même temps, enfin qui regardent en live. Et après, il y en a qui regardent en replay, et voilà, ce que je disais, c'est la première émission qu'on a faite, on a eu une centaine de vues en replay. Et sinon, voilà, une dizaine de personnes en live qui commentent, qui parlent avec nous. Nos émissions, elles durent entre 2h et 2h30, c'est très long, mais c'est comme ça que ça se fait sur Twitch, parce que en général les gens qui regardent Twitch, ils font autre chose à côté. Ils dessinent, ils cuisinent, ils font la vaisselle, ils font le ménage, et donc ils sont pas toujours très attentifs, c'est pas comme s'ils regardaient un film, donc ils mettent ça en fond surtout. Et donc ce qui joue pas mal sur les codes de Twitch, et notamment ce que je disais, c'est que sur Twitch on peut prendre son temps. Et donc on n'est pas comme sur une émission de télé où il ne faut pas se permettre le moindre blanc. Là on peut prendre le temps de faire des pauses, de s'en aller, revenir, de chercher un truc pendant 5 minutes sur Google sans trop savoir quoi dire en attendant. Et voilà, c'est plus tranquille. Et donc ça nous permet, déjà on n'a pas de pression. On n'a pas de pression, c'est une discussion entre amis, quoi. Une discussion entre amis avec des gens sur internet. Et après nous, on a cette trame de fond qui est le quiz et qui nous permet d'aborder des questions un peu plus larges que juste les questions du quiz, quoi. Et donc on peut aborder soit des films qu'on a vus, soit des sujets qui sont autour du cinéma. Et donc voilà, et donc, comme je te disais, on avait une question sur Happy Chatpong ou Erastacool, et on en a profité pour parler de Cannes et aussi des films d'auteur. Et donc notamment parce que j'avais passé la bande-annonce de Oncle Boonmi, qui était pour moi un cliché de bande-annonce de film d'auteur chiant.
Et quand tu vois ça, tu te dis, ah, j'ai pas du tout envie de voir ce film, je vais m'ennuyer. Et donc on en a profité pour parler de, en fait, qu'est-ce que c'est l'ennui au cinéma et pourquoi il y a des gens qui aiment ce genre de film. Et c'est pas que les films sont tout pourris, c'est que juste les gens cherchent autre chose. Et donc on questionne un peu les habitudes. Et notamment comme on se dit que les gens qui regardent Twitch sont des gens un peu plus jeunes qui ne sont pas forcément habitués à ces trucs-là, bah c'est bien d'arriver à leur expliquer pourquoi. Pourquoi ça, il y a un intérêt à y aller. Pourquoi il y a des gens qui adorent se taper des films turcs de 2 heures dont le sujet principal est l'ennui. Et pourquoi ils en sortent de là et ils sont super contents alors qu'ils se sont ennuyés pendant 2 heures. Et en fait, c'est montrer aux gens que il y a certains films qui sont faits pour qu'on ne s'ennuie pas et qui sont très rapides, et il y a certains films qui sont plus contemplatifs et méditatifs, mais parce qu'ils provoquent autre chose. Ouais, c'est ça en fait. Je crois que c'est ça le plus important en fait. C'est aussi c'est une autre émotion qui est complètement différente et qui te permet de toi réfléchir sur ta propre vie, alors que des fois ça n'a rien à voir, et pourtant c'est quand même ce que tu vas faire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui, ça peut te sortir du film et tu peux revenir dessus sans aucun problème parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et quand tu te rends compte justement que tu es sorti du film, que tu y reviens, que le film est au même endroit et que tu es super content, mais en fait tu te dis mais en fait je suis super content de voir ce film. En fait c'est trop cool. Ouais, c'est ça. Et ça amène un autre rapport aussi pour ces films-là, ça donne envie d'en voir d'autres aussi. Et on réfléchira peut-être à d'autres choses à ce moment-là sur cet autre film, parce qu'il y a aussi une question de comment on est disposé à voir le film aussi, ce qui s'est passé dans notre journée par exemple, dans notre semaine, et ça peut changer aussi les choses. Et le film qu'on aura vu peut-être il y a 10 ans et qu'on revoit 10 ans après, on le verra carrément autrement aussi. C'est clair. C'est ça qui est super intéressant. Et justement, on parlait aussi des vidéos sur Twitch et justement permettre aux spectateurs en fait, qui sont sur ce live de pouvoir voir de quoi vous parlez. Donc par exemple, passer une petite bande-annonce. Donc ça c'est possible de montrer en direct l'affiche du film, la bande-annonce et ça comment vous fonctionnez pour faire ça avec vos caméras, etc. Comment vous pouvez vous permettre vous de mettre cette bande-annonce en même temps que vous êtes sur votre live Twitch par exemple. Le Twitch ça marche avec ce qu'on appelle des scènes. Les scènes c'est en gros ce que le spectateur va voir à son écran. Et ces scènes-là, nous, on peut les composer. Et on peut composer par plusieurs éléments, c'est-à-dire des webcams. Donc on se filme nous. Si on a 2 webcams, il y en a une qui filme une personne, l'autre qui filme une autre personne. Et on peut mettre les 2 webcams, on peut les agencer où on veut sur l'écran. On peut faire du partage d'écran, et pareil, l'agencer, lui donner la taille qu'on veut, tout ça, et afficher d'autres informations. Par exemple, des informations, des liens vers Facebook ou des trucs comme ça. Et nous, on a créé une scène où on a les webcams qui nous filment et on a un partage d'écran qui nous permet, en même temps qu'on parle d'un truc, de pouvoir faire une recherche sur Google par exemple et de l'afficher. Et comme ça, les gens savent exactement de quoi on parle. Si on parle d'un film, on met l'affiche. Et donc si quelqu'un arrive sur le live au moment où on parle d'un film, visuellement, il voit directement de quoi on parle. Et donc c'est plus facile. Oui, c'est ça, les personnes peuvent aussi arriver en cours de route et en fait ne pas être perdues. Comme le live dure 2 heures, forcément il y en a qui vont arriver au bout d'1 heure, il y en a qui vont passer 5 minutes, partir, puis revenir. Oui, c'est ça, c'est qu'on peut en sortir, quitter le live et revenir. Comme les films chiants. On peut décaler, revenir et se dire « Ah, ils en sont toujours au même point, super !» C'est pareil. Voilà. Donc si vous aimez les live Twitch, de 2 heures, mais vous allez aimer les films chiants parce que c'est le même principe. Vous quittez, vous revenez, c'est cool. Voilà. Exactement, il faut le dire. Et le chat, c'est pareil. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui est posté sur le chat à lire tout ce qui se passe ou... Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit... Dans les émissions pro, il y a toujours quelqu'un qui est vraiment affecté à ça, à la modération. Mais après c'est parce qu'il y a plein de gens aussi, et donc il faut aussi modérer parce qu'il y a des gens qui lancent des insultes ou des trucs comme ça. Et donc il y a quelqu'un qui est affecté à la modération et aussi à la mise en scène des scènes justement, parce qu'on peut faire des changements de scènes. Par exemple pour les formats de discussion, on met les webcams et le partage d'écran, et puis si on part sur un questionnaire de notre jeu de fond,
eh ben, on passe sur une autre scène avec un agencement un peu différent. Et donc, la personne qui est en charge du chat, en général, elle est aussi en charge de ça. Ok. Nous, on ne le fait pas trop parce que le chat, comme on a 10 personnes, ça va. Il n'y a pas beaucoup à gérer. Et puis, comme on n'a pas beaucoup de mise en scène non plus, donc en général, c'est nous qui le faisons. Et puis, on regarde de temps en temps le chat. Ok. Voilà. Le truc un peu difficile, c'est que entre le moment où on parle et le moment où les spectateurs voient, il y a un décalage de quelques secondes. D'accord. Ce qui fait que quand on pose une question, Ouais. bah, le temps que les spectateurs reçoivent la question, répondent, c'est déjà passé un petit moment, Ouais. en fait. Ok. Et donc, la communication n'est pas très très fluide. Ouais. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Oui, ça fait partie du jeu aussi, et en avoir conscience vous permet vous aussi d'adapter en fonction de ça, quoi. Ok, Voilà. génial. Et ben déjà tout ça c'était super intéressant, et donc la petite dernière question pour la route. L'anecdote, La petite anecdote. je refais la même. Ah bah là tu fais ce que tu veux. T'en as peut-être une autre du coup qui t'est venue en tête entre temps. Bah, Moi du coup je connais la première. J'ai la chance. Sinon, j'en ai une autre un peu... Ah, je sais pas, tiens. Sur les films chiants. Je crois que j'ai commencé à aimer les films chiants, moi, le jour où j'ai vu Winter Sleep. Ouais. Donc, le fameux film turc sur l'ennui. Oui. Donc Palme d'Or aussi. Oui. Et en fait, j'avais vu avec mon pote qui voulait bosser dans le cinéma, avec qui on voulait faire le cinéma. Il me l'avait montré chez lui. C'était pas du tout mon truc de base. Et donc, effectivement, Winter Sleep, c'est un film de Nuri Bilge Ceylan sur une femme qui est chez elle. Son mari va travailler, je crois, et elle est chez elle enfermée toute la journée et elle s'ennuie. Et je me suis abominablement ennuyé devant le film. Et sauf qu'à un moment, ce qui a fait le déclic, c'est que je me suis dit, je m'ennuie autant que la dame. Ouais. Et donc je sais exactement ce qu'elle ressent, parce que je ressens exactement. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait c'est ça que fait le film. Ouais. En fait le film il ne veut pas me divertir, il veut me faire ressentir précisément l'ennui de la dame. Et là j'ai commencé à... Enfin, un nouveau monde s'est ouvert à moi. Je me suis dit, mais en fait c'est génial. En fait c'est génial, le film me fait ressentir exactement tout ça, l'ennui. Qu'est-ce que l'ennui? Et alors après... état méditatif, on sort du film, on revient, la nana elle est toujours là à s'ennuyer, puis nous on s'ennuie avec elle, on revient s'ennuyer avec elle, et en fait il y a une espèce de dialogue qui s'installe avec ce film là, un dialogue qui repose sur rien, sur l'ennui. Ouais, et à la fin du film tu te dis, bah, je me suis bien ennuyé, mais en fait c'était bien. Ouais. C'était bien. Et donc je suis allé à Cannes aussi, après ça, et il y avait un film qui s'appelait Un long voyage vers la nuit. Ok. C'était un film de... c'était Bigan, je crois que c'est Bigan. Donc c'est un film, il y a une partie en 2D, une partie en 3D. Et les trois derniers quarts d'heure sont en 3D. Et c'est un long plan séquence de... En fait, bon, le film est très lent. C'est un monsieur qui enquête pour chercher une dame qui a disparu. D'accord. Dans une ville en Chine, je crois que c'est en Chine. Et c'est très lent et contemplatif, et c'est une déambulation du type pendant tout le film pour chercher la dame. Les 3 derniers quarts d'heure, donc c'est en 3D, et donc c'est un plan séquence en 3D, et on suit le type se balader en plein milieu de la ville, et à un moment il y a une scène de téléphérique. Il prend un téléphérique, la scène elle doit durer 10 minutes, je crois. Et moi j'étais à Cannes, et à Cannes j'avais déjà enchaîné plein de films, donc j'étais dans un état de fatigue un peu... Ouais. Et donc il y a cette scène qui arrive, et vraiment la scène, on voit le type filmé de derrière sur son téléphérique qui avance très lentement, très très lentement comme ça. En 3D, donc l'image est magnifique et tout, à la profondeur. Et là je me suis senti partir, et j'ai dormi, comme ça. Je me suis réveillé, et j'ai vu que le type était encore sur son téléphérique. Et je me suis dit, mais c'est magnifique, je me suis ennuyé, je me suis endormi, j'ai repris le film, j'avais peur d'être perdu, mais non, j'étais pas perdu parce que le type était toujours au même endroit, et j'avais repris, et je me sentais mieux parce que j'avais plus d'énergie. Ah là là, et voilà. Et c'est depuis ces événements-là que j'aime bien les films chiants. D'accord. Mais surtout que toi qui as l'habitude de faire énormément de choses tout le temps, je crois que c'est pas mal finalement de voir ce genre de mais peut-être qu'il me faut ça pour m'ennuyer dans la vie. Voilà, c'est ça en fait. Donc ils sont faits pour les gens comme toi exactement, ces films. Pour faire une petite pause. Effectivement.
Et bah, on va finir sur ça. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous rendre du coup dans cette salle qui est la Tournelle et qui est vraiment superbe. À bientôt.